Eh bien, les principales manifestations, les principaux symptômes que l'on va pouvoir, je veux dire, qui motivent des personnes pour aller consulter. Bon, on va avoir déjà toute la palette des phobies, et il y en a pas mal. Hein. Les phobies, alors par exemple, je vais passer en revue un peu les différents symptômes qu'on peut rencontrer et à quoi ils peuvent être reliés au niveau comme type d'expérience traumatique. Vous avez par exemple donc toutes les claustrophobies. Les claustrophobies, c'est-à-dire la peur des espaces clos, donc peur des ascenseurs, peur des pièces petites et fermées, peur de se retrouver dans tout ce qui est petit et fermé. Alors, à partir de ce que j'ai vu, où est-ce que, lorsque l'on fait un travail en état de conscience modifié, en relaxation, en général, où arrivent les personnes éventuellement après avoir fait des petits sauts de puce, comme ce que je disais, le tunnel, sous les couvertures, etc., ou se retrouver tomber la tête première dans une grande bassine d'eau et barboter un petit moment dedans, la tête en bas, on va aller à un vécu au moment de la naissance. Soit dans la première partie, par exemple, du processus de la naissance, où il y a les contractions et où le col de l'utérus n'est pas encore ouvert, alors ça, c'est l'enfer, c'est l'apocalypse, parce que le bébé, il est écrasé, la pression des contractions utérines est extrêmement forte, et donc vous n'avez pas à vous culpabiliser, parce qu'à un moment donné, votre utérus, il a comprimé de façon extrêmement forte le bébé. Vous n'êtes pas rien, c'est fait comme ça fonctionne comme ça. Mais n'empêche que pour le bébé, et on l'a tous vécu, c'est pas un moment facile. Parce qu'en plus, les contractions des muscles utérins compriment les vaisseaux sanguins qui alimentent le cordon ombilical, et en plus d'être écrasé, le fœtus, il est asphyxié. Sympa. Et il n'y a pas de sortie. Donc c'est ce qu'on appelle le sans-issue. C'est pas facile. Et là, on a des marquages très importants, et justement, qui sont à l'origine des claustrophobies. Les claustrophobies, par exemple, des personnes qui ont des phobies des ascenseurs, c'est pas qu'un jour, quand la personne était enfant, qu'elle a vécu une expérience flippante avec un ascenseur. Ça a pu se produire, mais c'est pas là qu'est l'origine. L'origine, elle est là. Vous avez l'agoraphobie. L'agoraphobie, c'est la peur de l'extérieur, des groupes, des situations comme ça, confrontées au monde et à l'extérieur. Où s'origine ce marquage-là? C'est au moment de la sortie. Confrontation à l'arrivée dans ce monde, et où le marquage, ça a été que la rencontre avec ce monde extérieur, elle n'a pas été très cool. Il faut dire que les conditions dans lesquelles on fait naître les enfants, globalement, c'est pas très cool. Quand vous avez les milliers de watts des cialytiques qui sont dirigés là sur le bébé à la sortie, qu'on le manipule. Il y a quelques années, j'avais eu en consultation une sage-femme qui venait pour... je ne sais plus exactement, je ne me souviens plus pour qu'elle venait, mais en tout cas, elle s'est retrouvée pour un état dépressif lié après une séparation. Et elle a retrouvé dans son travail le moment, justement, de la sortie de sa naissance, et où elle s'est retrouvée en couveuse. Et avant d'aller en couveuse, elle était dans des mains manipulées et tout ça, et elle donnait une description de comment elle se sentait en tant que bébé dans ses mains de professionnelle, où elle se sentait manipulée comme un objet, sans considération, sans qu'on lui dise quoi que ce soit, réduit à l'état d'objet. Et quand elle est revenue, après qu'on a discuté en état de conscience, elle m'a dit, eh bien, après cette expérience, plus jamais je ne ferai des accouchements et des accompagnements de naissance comme je l'ai fait jusqu'à présent, comme on m'a appris à le faire. Donc, toutes les agoraphobies, c'est des personnes pour qui c'est presque un enfer de sortir de chez elles. Eh bien, quand elles font un travail et qu'elles sont prêtes pour faire ce travail, elles vont tout le temps
atterrir dans ces moments-là de la naissance où elles ont été confrontées à quelque chose qui était douloureux. Vous avez après ce qu'on appelle la thanatophobie, c'est-à-dire la peur de la mort. Alors souvent, ça peut être en lien avec des menaces de mort au moment de la vie intra-utérine, ou une maman qui, pendant la grossesse, a été très malade, ou une maman aussi qui, au moment de l'accouchement, a été limite. Ça peut être aussi en lien avec, une grossesse antérieure où un bébé est mort in utero. Mais ça va tourner de toute façon encore sur des vécus semblables au niveau de la période de vie intra-utérine. Volonté d'avortement, par exemple ? Alors, la volonté d'avortement, il peut y avoir ça, mais ça peut aussi susciter ce que l'on appelle parfois des tendances paranoïaques, c'est-à-dire avoir l'impression qu'il y a du danger partout. Parce que le premier marquage, c'est ma vie est menacée, on me veut du mal. Oui. Donc beaucoup de tendances paranoïaques peuvent être en lien avec ce type de vécu intra-utérin. Après, vous avez ce qu'on appelle la bélénophobie, c'est-à-dire la peur des aiguilles. Dans mon expérience, dans ce que j'ai pu observer, accompagner, alors ça peut être en lien, pour une certaine génération, plus avec des tentatives d'avortement, les faiseuses d'anges, mais aussi ça peut être en lien avec des examens comme des amnioscopies, et où c'est flippant pour le fœtus. Mais ça ne sera pas flippant si, justement, la maman informée peut parler à son bébé et lui dire ce qui va se passer. Parce que si on ne dit pas, il ne sait pas. Et il est confronté à l'inconnu et il ne peut pas comprendre. Après, vous avez toutes les phobies du genre zoophobie, phobie de certains animaux, donc comme les serpents, les souris, les oiseaux. Bon, métaphoriquement, vous voyez bien que serpents, souris, c'est tous des animaux qui se faufilent dans des trous. Et donc souvent, ce sont des analogies, des métaphores qui sont souvent en lien avec des traumas d'ordre sexuel. Alors c'est pas ce qui peuvent aller d'attouchements, de caresses inadaptées de la part d'adultes ou de plus grands enfants. Hein. Et de la mère, on est d'accord. Comment ? De la mère. Comment de la mère ? De la maman. C'est des attouchements sur la maman qui a transmis à son bébé. Mais non, sur la personne quand elle était enfant. Avant 2 ans, Sur le bébé, sur le bébé, sur le petit enfant. Hein, là, on va pouvoir trouver, vous savez, les périodes possibles de trauma d'ordre sexuel qui vont des caresses inadaptées de la part de plus grands enfants ou d'adultes, ça va de quelques mois jusqu'à 7, 8, 9 ans. On a des personnes qui ont complètement amnésié des traumas sexuels qui ont pu être vécus à l'âge de, des fois, 9, 10 ans. On a des capacités extraordinaires à pouvoir oublier et ça remplit une fonction importante. L'arachnophobie, c'est-à-dire la phobie des araignées, ça c'est une très belle métaphore. La phobie des araignées souvent va renvoyer justement à cette première phase de la naissance où le bébé il est complètement écrasé et il n'y a pas d'issue possible parce que le col de l'utérus n'est pas ouvert. Donc c'est vraiment l'araignée et la métaphore de ce moment-là, puisque l'araignée entoure, enserre et étouffe sa proie dans sa toile. Pour ça, comme psychanalyse, on dit souvent que la phobie des araignées est en lien avec la mère, bon, de façon un peu comme ça, mais c'est vraiment directement littéral que l'araignée représente symboliquement le vécu de cette première phase de la naissance, où le bébé, il est écrasé, étouffé.
c'est comme ça, c'est tout. Vous avez zappé les hauteurs. Acrophobie. Ah ouais, c'est au moment de la sortie. Vous savez, quand la sage-femme ou le médecin est tellement content vous imaginez un peu ce que ça représente, un bébé et qui vient de passer 9 mois, tout enveloppé avec du contact partout, et d'un seul coup, il se retrouve comme ça et propulsé, comme le roi lion, là, vous savez, là, sur le rocher. C'est beau de l'extérieur, mais ça doit être complètement flippant pour le bébé. Il y a des filles qui font ça dans l'eau, des dessins. Oui. Ah ben oui, puisque le bébé reste dans son même milieu. La phobie des tunnels. La phobie des tunnels, c'est l'engagement dans la filière pelvienne. Et puis, le bébé, il se retrouve comme moi dans le tunnel, là, quand je suis arrivé ici à Lyon, le tunnel de Fourvière, et où il y a un embouteillage, et puis on reste coincé. Mais rassurez-vous, j'ai pas flippé. Mais en tous les cas, le bébé, lui, il est resté coincé, le cordon autour du cou, et il a eu l'impression qu'il allait mourir. Bon, après, toutes les phobies au niveau de la prise de parole en public ou en réunion, eh bien, là, vous avez vraiment, la plupart du temps, ça emmène au moment où le bébé est confronté au regard de ses parents. Parce qu'il sait que ses parents attendent de lui ce qu'il n'est pas. Comment je vais faire ? Avec le marquage, je ne suis pas comme il faut. D'où tous les problèmes de confiance en soi, assez râle et pâquerette, que ça peut... De ses frères et sœurs, de la famille en général aussi, ou juste les parents ? C'est quand même les parents qui sont les axes les plus importants pour le bébé dans la vie intra-utérine. Et là encore, où c'est principalement la maman qui est l'interface de ses propres attentes, mais l'interface de l'attente de son mari, mais je vais dire éventuellement de l'attente aussi des frères, des sœurs, des grands-parents. Le homas, c'est une fille alors qu'on voulait un garçon. Comment ? Le homas, c'est une fille alors qu'on voulait un garçon. À la naissance, oui. On voit une fille alors qu'on voulait un garçon. Homas. Oh mince, oui. oui, mais je n'entendais que le son. Ben oui, c'est exactement ça. C'est extraordinaire de voir comment des personnes qui retrouvent le moment de leur naissance ont la mémoire de ce que le bébé a perçu en quelques dixièmes de seconde au niveau du regard, soit d'un père, soit d'une maman. Merde, c'est une fille. Merde, c'est un garçon. Ça dure quelques dixièmes de seconde et puis paf, c'est mémorisé. Et comment vous l'y emmenez à se souvenir de ce moment? C'est très simple au niveau de l'explication. Il s'agit de la personne en état de relaxation, c'est-à-dire qui a avec une activité au niveau de son cerveau qui est ce qu'on appelle en ondes alpha et θ. Quand on est comme là en ce moment, même si on est beaucoup retourné un peu à l'intérieur en se souvenant de ce qu'on a vécu, faire des ponts entre ce que je dis, ce que vous avez vécu, etc., etc. Mais globalement, on est dans ce qu'on appelle en onde bêta. Quand on est en état de conscience normale, on est en onde bêta. C'est sympa comme métaphore. Et c'est amusant le langage parce qu'on dit à ce moment-là qu'on est en état de veille. Mais les appareils, par exemple, informatiques, quand ils sont en état de veille, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en fonctionnement. C'est sympa quand même. Ça veut dire que peut-être que nous, quand on est en état de veille, on ne fonctionne pas tellement, notre conscience n'est peut-être pas très allumée à ce moment-là. Et donc, quand on commence à fermer les yeux, par exemple, et que l'on s'allonge, notre activité électrique au niveau du cerveau se ralentit et on passe en onde alpha. Et il y a un état de conscience qui est particulièrement intéressant, c'est entre l'alpha et le θ.
c'est-à-dire entre 4 cycles secondes et 8 cycles secondes, parce qu'à ce moment-là, on peut accéder justement à des informations qui sont en lien avec la mémoire non consciente, tout en restant conscient. Et ça, c'est une des caractéristiques justement du travail ici de la technique que j'ai mis en place, c'est-à dire qu'on est en relaxation, on est dans un état de conscience particulier qui permet de connecter des informations du passé, des émotions surtout du passé, mais on reste conscient qu'on est en train de faire ce travail-là. Et ça, de mon point de vue, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'après le travail, on a gardé la mémoire consciente du travail que l'on a fait. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose ? Eh bien voilà, ça fait partie de ce que ça n'est pas. C'est pas de l'hypnose et c'est pas de la thérapie comportementale. En précisant bien que ça n'est pas dire que ça n'est pas ni hypnose ni thérapie comportementale, ça n'est pas remettre en question les techniques en question. Et juste, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est pas pour vérifier si vous avez bien suivi. Qu'est-ce que... Comment vous y amenez? Ah, voilà, oui. Oui. Donc, en état de relaxation, comme ça, en fait, c'est amener émotionnellement la personne à reconnecter, par exemple, une des dernières fois où elle a été confrontée à son problème, à son c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher, ou à son truc phobique. C'est avec cet état de conscience particulier, en relaxation, la reconnecter à cet état émotionnel. Et à partir de là, cet état émotionnel, ça va être le fil conducteur pour remonter, en fait, dans la mémoire non consciente. Et un peu comme dans les visiteurs, mais c'est plus précis que les visiteurs, on atterrit quelque part. La personne atterrit quelque part, donc qui peut être au moment de la petite enfance, de la naissance ou de la vie intra-utérine, c'est-à-dire le foyer traumatique qui est en lien avec son problème présent. Et là, donc, on va accompagner la personne donc, pour explorer, et puis, après avoir identifié, justement apporter à cet enfant ce qu'il n'a pas pu avoir. C'est-à-dire que là, la personne qui est en travail, elle ne va pas s'identifier à cet enfant. Elle va être cette personne adulte qui, globalement, et c'est ça le plus important, va apporter à cet enfant l'amour et la reconnaissance qu'il n'a pas pu avoir en son temps. Et ça, c'est un élément clé et qui est en lien justement avec le concept d'enfant gigogne. Parce que à quoi ça sert, le concept d'enfant gigogne? Ça sert justement à pouvoir sortir de ce piège dans lequel on tombe facilement avec le mot « je ». Quand nous disons « je », quand j'avais tel âge, j'ai vécu tel truc. Mais que veut dire « je » à ce moment-là? Si vous voulez, à ce moment-là, quand on dit « je », imaginez, vous avez la grande enveloppe là, et puis, voilà. Donc quand je dis « je », quand j'étais petit, je me suis retrouvé face à la maîtresse et toute la classe s'est moquée de moi. Mais ce jeu, deux possibilités. Quand la personne va parler de cette expérience en disant « je », elle parle d'elle. Elle est dissociée émotionnellement, on va dire, de celui-là, et celui-là, il continue à se retrouver tout seul. Parce que c'est comme si la personne qui dit « je », elle tirait la couverture à elle, et lui, qu'est-ce qu'il a vécu? Il n'est pas reconnu. Autre possibilité, quand je dis « je », hop, ma conscience est aspirée dans le vécu émotionnel de cet enfant. Et je redeviens cet enfant. Et je suis tout seul. L'autre, là, il n'est pas là pour pouvoir m'aider. Un peu comme, si vous voulez, un enfant qui, tout bête, il est avec sa maman, il tombe par terre, il se fait mal. Si vous avez à ce moment-là la maman qui est très reliée émotionnellement à son enfant et qui est tellement touchée émotionnellement qu'elle se met à pleurer autant que son enfant, ben, on pourrait dire, ça veut dire qu'il y a un lien très fort, mais sauf que l'enfant, il ne va pas se sentir sécurisé. Donc il se sentira tout seul. Ben, ça va être la même chose. Si, à ce moment-là, la personne, elle est totalement associée et aspirée dans ce vortex, on pourrait dire presque spatio-temporel et émotionnel, il n'y a plus personne, comme ça l'a été en son temps physique, pour s'occuper d'elle. La clé, donc, c'est que dans le travail, dans le processus, on accompagne la personne ici qui est allongée,
s'occuper de cet enfant dont elle a conscience que c'est cet enfant qu'elle était, mais que ça n'est pas elle. Et donc la clé dans le processus, c'est de permettre une communication entre la personne ici, maintenant, et l'enfant gigogne qui a vécu l'expérience traumatisante. Et la clé de cela, si vous voulez, la ressource fondamentale, c'est celle dont on a tous besoin quand on arrive dans la matrice maternelle, à savoir l'amour. Se sentir aimé et accepté. Et la clé dans le processus thérapeutique, ici, c'est que justement la personne qui est au travail, qui est allongée, qui fait le travail, elle puisse apporter à cet enfant l'énergie d'amour dont il a besoin. Et là, il y a, on pourrait dire, il y a un processus et un déroulement technique, mais c'est ça l'idée. Si vous voulez, je termine avec ma petite liste là. Vous avez le manque de confiance en soi, ça c'est quand on s'est senti attendu pour autre chose que ce que l'on est. Donc je vous disais, pour que ça corresponde bien, c'est un peu comme le loto. Les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Alors par exemple, vous avez les TOC de propreté. Alors souvent ça, c'est vraiment en lien avec comment une personne, enfant, s'être sentie salie par justement des passages à l'acte d'ordre sexuel. Les vérifications, il y a beaucoup de TOC de vérification, si c'est fermé, si les portes sont fermées, etc., le gaz est fermé, etc. Alors, ça peut être en lien, des fois, avec des naissances où d'un seul coup, il y a eu une irruption, comme ça, tout s'est ouvert, césarienne, et on te sort de là, mon coco, sans ménagement, là encore sans information. Si on faisait toc-toc avant, on va venir. Non. Et ces personnes-là, souvent, qui sont nées par césarienne, là je parle des césariennes qui sont programmées, pas les césariennes qui font suite à un problème où le bébé est coincé, sa vie est en danger, etc. Mais les césariennes qui sont programmées, alors c'est vraiment quelque chose... c'est vraiment une agression extrêmement importante pour le bébé où son rythme n'est pas respecté. Ces personnes-là, si vous allez les réveiller le matin dans leur lit et que vous les sortez du lit, elles n'aiment pas du tout. Vous avez aussi dans les TOC de vérification, des fois justement, des vies gémellaires, des vies intra-utérines gémellaires où il y a un fœtus jumeau qui est parti. Et où d'un seul coup, celui qui reste... Les crises d'angoisse et de panique, on a vu, c'est vraiment dans la phase soit du sans-issue ou dans l'engagement de la filière pelvienne où le bébé reste coincé. Boulimie, anorexie, dans ces phases alternatives. Alors souvent, l'anorexie, elle prend sa source, on pourrait dire, dans le vécu intra-utérin où le bébé ne se sent pas accepté par sa maman. Ça peut être totalement, subjectif là encore, c'est le marquage. Et puis au moment de la naissance et après la naissance, on a le refus du bébé de prendre la nourriture de la maman. On pourrait dire, tiens, t'as ton lait, tu peux te le garder. Mais, et cela, après, en fait, souvent, du fait de ce premier marquage, de ne pas s'être senti reconnu, accepté pour ce que l'on est, et que ça crée un marquage intra-utérin qui est « je ne suis pas comme il faut », ça, si vous voulez, dans la toute petite enfance, ça donne ce manque de confiance, ce marquage de « je ne mérite pas qu'on m'aime », ça fait que ces enfants-là sont dans une recherche extrêmement forte de quelqu'un qui pourrait s'intéresser à eux, qui pourrait les reconnaître. Et donc ça rend ces enfants-là extrêmement vulnérables aux intrusions et aux envahissements, et y compris donc intrusions et envahissements d'ordre sexuel.
Et c'est pour ça que donc on va trouver souvent des traumas d'ordre sexuel dans ces symptômes donc de boulimie et d'anorexie. Et où à l'origine, c'est vraiment en lien avec le vécu subjectif de « je suis pas aimé ». Et souvent, ces traumas d'ordre sexuel sont justement vécus dans une relation avec des personnes ou avec des adultes que les enfants ont investi affectivement d'une façon extrêmement importante, parce que c'était des personnes importantes pour eux, qui leur ont consacré, comme ce qu'on entend aussi dans les médias, hein, les curés, les éducateurs, et les instituts, qui font des choses avec ces enfants, qui leur apportent beaucoup, et puis qui à un moment donné dérapent, parce qu'eux-mêmes ont vécu des traumas semblables. Après, dans tout ce qui est d'ordre sexuel, où est-ce que ça va, le problème d'érection chez les hommes, d'éjaculation précoce, on a souvent donc des traumas bien évidemment d'ordre sexuel. Dans l'éjaculation précoce, on a aussi des émotions de colère très importantes qui sont en lien avec des émotions de colère refoulées vis-à-vis de la mère. Et la peur, si vous voulez, à ce moment-là pour l'homme, dans ce moment où il est en érection, ça vient connecter, on pourrait dire, justement son énergie qui est à ce moment-là, qu'il peut vivre comme dangereuse s'il se laisse entraîner par comment ça connecte sa colère à ce moment-là. Donc, en éjaculant, il met court à cette violence, cette colère qui est réveillée en lui. L'absence de plaisir sexuel, bien évidemment, chez la femme, qui est en lien avec des traumas d'ordre sexuel. Les bipolarités. Alors les bipolarités, c'est assez typique aussi des traumas d'ordre sexuel, hein, où dans de très nombreuses situations, des enfants qui sont confrontés à des passages à l'acte d'ordre sexuel, des caresses, des stimulations au niveau sexuel chez les enfants, ça vient stimuler une énergie très puissante qui est bien trop importante pour l'enfant, qui peut aller jusqu'à des orgasmes chez l'enfant, mais ça submerge l'enfant. Et ce que j'ai pu observer, c'est que dans des situations comme ça où un enfant vit un orgasme qui est provoqué, par exemple par un adulte, par des caresses, par des attouchements, des stimulations, ce vécu émotionnel vient réveiller le vécu traumatique de la naissance. Parce qu'il y a eu la même puissance au niveau de l'énergie. Il y a quelque chose de très sexuel aussi, bien évidemment, dans la naissance. Et où il est très fréquent aussi que dans le moment de la naissance, c'est tellement violent qu'il y ait des sorties de corps. C'est-à-dire que le bébé perd connaissance, mais en fait, il y a la conscience qui quitte le corps. Alors qu'à ce moment-là, la conscience doit s'installer définitivement dans le corps. Donc au lieu qu'une porte se ferme, elle s'ouvre. Et ce qui fait qu'elle peut s'ouvrir dans d'autres situations, comme les traumas sexuels. Et quand la porte s'est ouverte comme ça et qu'elle ne s'est pas refermée complètement, elle a la possibilité très rapidement de s'ouvrir. C'est ce qui fait que lorsque la personne, dans sa vie, est confrontée à des situations difficiles, douloureuses, le moyen qu'elle connaît pour gérer, c'est de s'échapper. Alors on a tous les degrés, s'échapper, ça peut être s'échapper par le rêve, la fantaisie comme ça, c'est le moindre degré, mais des fois, littéralement, de s'échapper totalement. Et quand on s'échappe totalement, on arrive à les psychoses. Et le phénomène d'addiction, les comportements d'addiction. Les comportements d'addiction, on pourrait dire, à un certain niveau, les addictions, c'est un moyen pour gérer des remontées de foyers de mémoire émotionnelle trop violentes. Hein.
et aussi c'est une métaphore de ce à quoi la personne a été confrontée enfant, une dépendance. Et donc, comme première dépendance qu'on peut trouver, là encore, c'est souvent des dépendances que peuvent générer des vécus et des stimulations sexuelles trop précoces chez l'enfant. Parce que la sexualité, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante qu'on puisse connaître en nous. Et donc, lorsque des enfants sont confrontés à des excitations d'ordre sexuel de la part d'adultes, ça crée littéralement des dépendances. Et donc, on va pouvoir avoir les dépendances qui sont générées aussi, bien évidemment, dans les situations incestueuses, bon, mais qui sont la même histoire, mais avec donc, des éléments proches de la famille.